At the start of this journey, I'm really excited. There's so much to see, so much to learn about. I feel really lucky right now to be able to, in a way, become some sort of an expert on the history of the church in France. I mean, I've learned the history of the church in the United States with the pioneers, but I knew very little about my country when I started this research. The history of the church in France, now that I know it so well, or some, I appreciate more my membership in the church. I do, and I think I will know myself better and find more meaning in my life by knowing about the history of the church in France. Aline Conti, convertie française d'origine corse, s'est jointe à l'église en 1998 dans le sud de la France. Par la suite, elle a servi une mission à Temple Square à Salt Lake City et elle a obtenu sa licence à l'université Brigham Young. Aline a été invitée à voyager à travers la France afin de faire des recherches sur l'histoire de l'église dans son pays natal. Elle commence son voyage à Aix-en-Provence, dans la ville où elle s'est fait baptiser. Actually, what I've been writing in my journal for the past, few minutes is how this city is significant in my life. I have many memories here, so many. Not only as a student with my friends, but most importantly, the fact that I joined the church here and I met the missionaries a little bit up that street. It's one thing to read a story in a book. It's another to actually hear it from someone who has participated in the history or who has also done some research and share the excitement, the enthusiasm about the subject. So I'm going to be traveling a lot and learning wonderful stories. On this trip, I'm hoping to maybe gather more information as I interview people and just kind of relive, in a way, the history of the church in France in a very condensed way, I guess. La première étape de son voyage est Boulogne-sur-Mer, un port fortifié situé au nord de la France, là où l'histoire de l'église a commencé en 1850. À cette époque, Boulogne-sur-Mer connaissait son âge d'or. Cette ville était devenue le plus grand port de pêche de France et du fait de sa proximité avec l'Angleterre, elle s'était transformée en un important centre de transport maritime. On trouvait donc de nombreux marchands étrangers à Boulogne, ainsi que des touristes qui venaient se baigner sur ces plages. Parmi ces touristes, on comptait une communauté d'environ 3000 Anglais qui avaient leurs propres écoles, journaux, magasins et églises. C'est durant cette période de grande expansion que frère John Taylor arriva à Boulogne-sur-Mer en juillet 1850. I know a little bit about the very beginning of the church in France. I know that John Taylor, the apostle, came over here in 1850 and that he dedicated the land to the preaching of the gospel. But I don't know much about the people they talked to and baptized. So basically the early converts here in the town.
And just in general, you know, what was the agenda of John Taylor? What did he do once he came to France? À la chapelle de Boulogne-sur-Mer, Aline a rendez-vous avec Christian Evrard, un expert de l'histoire de l'Église en France. So I'm waiting for Christian now for our meeting, and I'm reading this plaque here that talks a little bit about the beginning of the church. And it says on April 6, 1850, the first branch of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was organized in Boulogne-sur-Mer by Elder Howell, opening thus the European continent to the missionary work. I always thought that John Taylor was the one that opened the missionary work in France. And I have no idea who that Elder Howell is. So I guess, hey, Bonjour Aline, comment vas-tu? ça va bien? Plaisir Et de te toi-même? revoir. Très bien, merci. Ça fait plaisir. Ben voilà, nous voilà à Boulogne. Dis-moi, je suis en train de regarder ça et ça parle d'un missionnaire qui s'appelle Elder Howell. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était John Taylor qui était venu ici pour la première fois. Alors John Taylor arrive en 1850 en effet, mais auparavant, un an plus tôt, William Howell, qui est un converti en fait du Pays de Galles, est envoyé en mission en France. Et c'est lui qui créera la première branche et aussi baptisera bien sûr le premier converti en France. Alors, qui c'est ce premier converti? Alors ce premier converti, si tu veux bien, je te propose que j'ai quelques documents à te montrer, qu'on D'accord. s'installe un peu plus confortablement et je Ok. t'explique un petit peu cette histoire. Bien, d'accord, pas de D'accord? problème. Allons-y. Merci. Donc, nous parlions de William Howell, donc ce jeune converti. Il va venir donc en 3 voyages, comme je le disais. Le premier sera dans la région du Havre. Et là, comme William Howell ne parle pas en fait le français, très peu en tout cas, il va se cantonner à rencontrer, baptiser, enfin essayer de baptiser des gens qui sont là et qui parlent anglais. Et donc Howell va prêcher dans ce grand port du Havre et va faire le premier converti qui s'appelle Augustus Saint-Dana. On sait qu'il parle, nous dit Howell, français, italien, espagnol, anglais et créole. Ce qui me fait penser qu'il y a de fortes chances pour que ce jeune homme, qui a 34 ans, nous dit-il, soit créole d'origine. Alors, il est baptisé, donc ce se fera en juillet 1849, et c'est vraiment le premier converti sur le sol français. Howell retourne chez lui, il revient ensuite, cette fois-ci à Saint-Malo, et il va avoir 2 baptêmes dans cette région-là, 2 Anglais semble-t-il, une Anne Braz et également un homme qui s'appelle William Peddle, qui semble-t-il doit être marin, il est capitaine. Ce sont les 2 convertis qu'il fera donc dans cette région-là. 3e voyage, donc il revient, et cette fois-ci c'est Boulogne-sur-Mer où nous sommes. Et là il va avoir plus de succès, puisque après avoir commencé à prêcher, à distribuer des brochures, c'est un peu la méthode de travail de l'époque, il va finalement réussir à ouvrir une branche. Et nous sommes donc à ce moment-là, le 6 avril 1850. Il y aura là quelques membres seulement, 5-6 membres. Lui qui est gallois, il y a aussi un Américain, un Canadien et également donc des Allemands. Donc quand John Taylor arrive, alors il trouve donc déjà une branche en fait Voilà. qui est Tout là. à fait. Lorsque John Taylor donc arrive, il arrive lui en 1850. Ils vont débarquer ici en fait en juillet 1850. Il ne Donc sera pas tout seul. juste quelques mois après la Voilà, formation. tout de à la fait. branche. Quelques mois après que la branche ait été créée. Et il n'est pas seul, il est accompagné de Curtis Bolton, qui est aussi un converti à l'origine de la région de New York. Il est accompagné aussi de William Howell, qui est allé les rejoindre et les retrouver à Londres. Et ils débarquent tous les 3 donc ici. Voilà un petit peu ce à quoi pouvait ressembler Boulogne à l'époque. On voit ici la place du marché. Et lorsque John Taylor arrive avec ses compagnons, ils vont tout de suite aller rencontrer le maire. John Taylor a des lettres de créance, un passeport de l'Utah, etc., du gouverneur, qui n'est pas encore un État à l'époque, bien sûr, mais qui est un territoire. Et donc, il se présente au maire, qui est Louis Fontaine à l'époque,
qui sera maire de 1849 à 1855, et qui va le recevoir très aimablement. Il parle anglais et lui dire qu'il peut prêcher à partir du moment où il le fait dans un lieu qui est déjà destiné à cela. Hein. Donc tout semble très bien aller, ils sont très contents, nos missionnaires se préparent et ils vont même faire passer des annonces dans un journal qui s'appelle l'Interpreter, qui est un journal bilingue français-anglais. C'est un hebdomadaire pour annoncer un certain nombre de réunions publiques qu'ils préparent pour présenter l'Évangile rétabli. Une des choses que John Taylor veut réaliser très rapidement, c'est en effet consacrer, on va dire, la terre de France à la prédication de l'Évangile. Donc très rapidement, en effet, ils vont décider de trouver un endroit. Ils vont se promener le long de la côte, au départ sans beaucoup de succès. Et finalement, ils décident d'aller tout près d'ici, justement sur les plages au nord de la ville de Boulogne, pour ce soir-là consacrer la terre de France. Alors si tu veux, on peut aller voir un peu l'endroit où ça peut se produire. À la plage, tu as Voilà, la plage carrément. Et je t'expliquerai un petit peu ce qui s'est dit là, puisqu'on a le texte de cette prière assez particulière. Ouais, j'aimerais bien voir ça. D'accord. Très bien, bon, on y va. Ok. C'est magnifique ici, Christian. Oui, c'est vraiment un endroit plein de sérénité, on se sent au calme et on peut imaginer que c'est ce qu'ils ont ressenti ce soir-là. C'était donc en fin de journée, le 26 juin 1850. Ils sont venus ici, dans cette plage au nord de la ville de Boulogne, et ils se sont mis en cercle et ils ont commencé par chanter des cantiques. Et après, ils ont ensemble fait une prière pour commencer un petit peu cette cérémonie, on peut dire. Hein. Et puis ensuite, John Taylor a donc récité cette prière de consécration que j'ai ici. Et si tu veux bien, je vais en lire quelques passages qui me semblent intéressants à souligner. Alors voilà comment il commence. Ô Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous, tes serviteurs, nous inclinons aujourd'hui devant toi, sur cette plage, dans l'ombre de la nuit, à l'abri des regards des enfants du monde, et t'implorons en tant que notre Père, pour que ta bonté s'étende sur nous. Tu t'es adressé à certains d'entre nous ici présents par la bouche de tes serviteurs, alors que nous étions dans la vallée, loin dans l'ouest, pour que nous quittions nos foyers et venions ici prêcher l'Évangile. Et un peu plus bas, il dit, ô Seigneur, puisses-tu nous aider dans notre entreprise, nous aider à remplir cet appel que nous avons reçu, afin que ta gloire soit reconnue et que nous amenions beaucoup de personnes à la connaissance de ta vérité. Que des milliers d'âmes dans ce pays puissent se réjouir dans la plénitude des bénédictions de l'évangile de paix. Et enfin, il termine par ces mots, nous te demandons ta paix et que tes bénédictions soient avec nous, soient sur nous, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà cette journée du 26 juin qui se terminait par un moment, je pense, de grande spiritualité, une occasion de méditer sur la mission qui les attendait. Donc voilà, c'est une belle aventure qui commence. Qui commence ici, à Boulogne, Exactement. sur la plage, Tout à fait. avec les mouettes. Où elles sont Voilà, parties. et donc Elles ils sont là-bas. partiront et ils prendront l'important. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont participer. Donc, en fait, It's something to be able to be in the same site, on the same site where my home country was dedicated to missionary work. It's a beautiful place, especially right now. The sun is setting and it's very quiet, very appropriate for the event that took place in 1850. It feels almost like a sacred ground to me. It's something that touches me that the church does that. That every time there are missionaries sent for the first time in one continent, that they will kneel down and ask in prayer a special blessing. Because it's not, the missionaries can do so much, but it is the Lord's work. And we can't do it without Him. And so I think it's crucial if we tell the world that we are His representative,
that we have his gospel, that the first thing that we would do is turn to him to ask for his blessing and his permission to do the work. And so I think it's very special that, that we do that. And I feel very privileged to be here, to be where it happened, in my home country. Quelques semaines après la consécration du pays, John Taylor, Curtis Bolton et William Hall quittèrent la branche de Boulogne-sur-Mer, la confiant à frère John Pack, et partirent pour leur prochaine destination, la capitale française. Aline suit leurs traces jusqu'à Paris. Deux ans avant l'arrivée de John Taylor dans la capitale, la révolution de 1848 avait mis fin à 18 ans de pouvoir monarchique et donné naissance à la Seconde République. Parmi les causes probables de cette révolution, il faut signaler le rôle de la presse qui avait fait circuler des idées socialistes et gauchistes à travers le pays. La Bibliothèque nationale François Mitterrand à Paris abrite la plus grande collection de microfilms de ces journaux influents. Ayant appris que le journal socialiste de cette période, Le Populaire, avait publié des articles sur les Mormons, Aline consulte des numéros de ce journal pour découvrir la raison de cet intérêt particulier. This is so rich of information about the presence of, or at least the understanding of the Mormons, you know, at that time in 1850. Actually, some of those articles were from even 1848 and 1849. So even before the coming of John Taylor and the first missionaries. Ah, there we go. Les Mormons. It says right here that there was the visit of three Mormon missionaries at the offices of this newspaper, Le Populaire, and that explained a little bit more about their principles or their beliefs and the state of Mormon immigration to the editors of Le Populaire. It makes me wonder who those three missionaries were. I mean, it's 1850, so it could be John Taylor, maybe, I don't know, since they left Boulogne-sur-Mer about that time in 1850. Fascinating that, you know, missionaries went to this journal and talked to the editor, which is, what's his name? Etienne Cabet. Yeah, it's great. And I found other important things like apparently the followers of this newspaper editor, Cabet, were going to Nauvoo, were immigrated to Nauvoo and settled in that old city. And they kind of took over the city after the Mormons left. Intriguée par ce qu'elle a découvert dans Le Populaire, Aline rencontre Valentine Zuber, professeure à la Sorbonne, pour lui demander qui était Cabet et la raison pour laquelle il était si fasciné par les Mormons. Etienne Cabet n'est pas un complètement original dans son époque, puisqu'il y a plusieurs penseurs un peu plus âgés que lui. Il est un peu dans la fin de la période. Plusieurs penseurs qui, après le Premier Empire, sous la Restauration et à la charnière avec la monarchie de Juillet, ont imaginé des systèmes qui romperaient avec le gouvernement tel qu'il existait à cette époque-là, extrêmement bourgeois et élitiste. Un certain nombre donc de ces gens qui pensaient à cette époque avaient des idées un peu radicales sur ce que serait un gouvernement idéal. Et Etienne Cabet, lui aussi, donc, a eu l'idée de
créer une communauté qui serait la préfiguration d'une société idéale. Mais une société idéale à l'image des premiers chrétiens, chez tous ces penseurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils pensent suivre l'exemple de Jésus-Christ, mais pas Jésus-Christ comme fondateur religieux, mais Jésus-Christ comme fondateur d'une société parfaite. Donc l'Icari, en fait, c'est la société idéale, c'est la société parfaite. Et Étienne Cabet la trouve, apparemment dans ce que j'ai lu, à Nauvoo. C'est intéressant pour mes recherches parce que Nauvoo, c'est une ancienne ville mormone. Donc en fait, Étienne Cabet reprend la relève, c'est ça? Oui, alors c'est pas tout à fait ça. Je serais plus sceptique sur la relève. Ouais. Je pense que Étienne Cabet connaissait l'histoire, bien sûr, de l'épopée mormone. Donc il connaissait ce lieu, il savait qu'il avait été abandonné par les Mormons. C'était une ville qui avait déjà vécu une sorte d'utopie et il a pensé, je pense, et ses lieutenants aussi, ses adjoints, ont pensé que ce serait plus simple de démarrer dans une ville déjà existante, abandonnée et où il y aurait la place et déjà les structures pour faire fonctionner cette utopie. Parce qu'il faut revenir un petit peu en avant. Les premiers Icariens, c'était un parti politique finalement assez important, regroupé autour de ce journal Le Populaire. Les historiens estiment qu'ils étaient à peu près 200 000 en France. Ah, quand même. 200 000 Icariens en France. En tout cas, qui lisaient Le Populaire et qui... Mais ces 200 000 n'ont pas émigré, si vous voulez. Entre le projet utopique, la contestation et la réalisation de l'utopie, il y a un monde, et il faut convaincre, et les Mormons le savent, que c'est compliqué, il faut convaincre les gens de partir. Et les premiers Icariens qui sont partis aux États-Unis, d'Amérique, sont partis au moment à peu près de la Révolution de février 1848. Donc à un moment de troubles politiques extrêmement importants en France. Et ils sont partis un tout petit groupe. Ils étaient une petite centaine. Mais malheureusement et contrairement aux Mormons, il y a eu des dissensions extrêmement graves dans une toute petite communauté et les choses ne se sont pas passées aussi idéalement que Étienne Cabet l'aurait voulu. Alors Étienne Cabet donc était au début il était un petit... Après s'être renseigné au sujet des Icariens auprès du professeur Zuber, Aline est curieuse de savoir qui a bien pu écrire les articles sur les Mormons dans ce journal. C'est Alphonse Bertrand. It seems that there is a name that comes back a lot. In the articles that are written, a certain man named Bertrand. One of the articles was L-A-B, and then the other one was Alphonse Bertrand, which is one of those three letters, A and B. I'm sure, each writer was in charge of, writing about things that he felt interesting personally. I don't think he was assigned to write about the Mormons, so... Now that I think all my questions on the Icarians and their relation to Nauvoo are answered, I'm kind of looking forward to learn more about who is that writer who wrote those articles in the Populaire. It's interesting why this man was so interested in Mormons. Why did he write so much? Who was he? So yeah, I would like to know more about him. Après quelques recherches, Aline a découvert que l'auteur des articles sur les Mormons s'appelait Louis-Auguste Bertrand. Elle retrouve Christian Evrard à l'extérieur de Paris, sur l'île de Saint-Denis, pour en savoir plus sur Bertrand. Si tu pouvais m'éclairer, ce serait bien. Oui, tout à fait. Alors Bertrand, c'est un personnage typique du 19e siècle, vraiment un de ces personnages aventureux. Il est né en 1808 dans la petite commune de Roquevert, qui est un petit peu au nord de Marseille. Très tôt, il a eu envie de partir. C'est un homme qui est attiré par les voyages, par la découverte. Donc il va faire toutes les rives de la Méditerranée avant 20 ans. Il partira ensuite vers les Amériques. Il vivra d'ailleurs 7 ans aux États-Unis. Il reviendra en France pour un petit peu de temps, mais encore une fois repartira pour voyager. Cette fois-ci encore plus loin, puisqu'il ira jusqu'en Inde, jusqu'en Chine, Ceylan. Il sera également dans les Philippines. Et puis au retour, il reviendra
par l'Afrique du Sud, où il s'arrêtera également pendant un temps, également à La Réunion, l'île de Bourbon, comme on l'appelle à l'époque. Donc c'est vraiment le voyageur, l'aventurier. Il a d'autres caractéristiques. C'est un homme qui s'engage dans la politique très tôt. En particulier après tous ses voyages, il revient à Paris, il se fixe à Paris pour continuer ses études. Et là, il s'engage dans les mouvements qu'on va dire révolutionnaires. Il va participer à la révolution de 1848. Il sera même emprisonné pendant 3 mois à cause de ses opinions politiques. Et puis aussi, c'est un homme qui cherche véritablement ce qu'il appelle la vérité. C'est-à-dire que pour lui, l'idéal de sa philosophie, ce serait l'union vraiment des principes évangéliques avec également les principes hérités, les valeurs héritées de la Révolution française, égalité, liberté, fraternité. Donc Christian, tu nous m'as donné rendez-vous ici pour qu'on ait cet entretien à propos de Bertrand. Pourquoi cet endroit-là ? Eh bien, nous sommes ici dans le nord, dans la banlieue nord de Paris, dans ce qu'on appelle l'île Saint-Denis. Mais c'est donc dans cet environnement-là que les premiers baptêmes à Paris ont eu lieu, le 1er décembre 1850. Donc déjà, peut-être te montrer un petit peu ce qu'était la région à l'époque. Tu vois, c'est des petits villages de Saint-Ouen, etc. Donc c'est pas grand du tout. Et puis donc voilà la scène telle qu'elle se voyait. C'était donc la campagne. Voilà l'endroit précis où les baptêmes ont eu lieu, puisque nous sommes ici tout près dans l'île Saint-Ouen et tout près avec la vue du moulin de Cages. Voici une gravure qui représente le moulin tel qu'il était à l'époque donc des baptêmes. Donc Christian, pourquoi ce moulin est-il aussi important ? Il est important parce que c'est vraiment juste à côté qu'ont eu lieu les baptêmes. Et d'ailleurs, Curtis Bolton explique qu'ils ont eu la permission des propriétaires du moulin de pouvoir se changer à l'intérieur. Ce qui leur a permis de s'habiller en blanc et ensuite de venir un peu plus loin pour descendre dans la Seine pour faire les baptêmes proprement dit. Donc, comme je disais, nous sommes le 1er décembre 1850. John Taylor a là 5 candidats au baptême. Il y a M. Willem, cet ancien jésuite qui ne restera pas longtemps dans l'église mormone. Il y a donc Louis Bertrand qui sera le numéro 2. Il y a le couple Squires qui sont des Anglais qui sont là et un 5e personnage. Et donc, ils vont être baptisés par ordre d'ancienneté, si je puis dire, d'âge. Hein. Et donc, Bertrand sera le 2e à être baptisé et tous les 5 seront baptisés par John Taylor lui-même. Quand Bertrand donc joint l'église ce 5 décembre 1850 ici et il se fait baptiser. Que devient-il après dans l'église ? Donc, est-ce qu'il continue à travailler au populaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pendant un certain nombre de mois, mais en novembre 51, il est renvoyé. Alors, on n'a pas les détails, mais enfin, il y a forte chance que son appartenance à l'église ait joué un grand rôle. Et de ce fait-là, Curtis Bolton va l'embaucher pour traduire et faire la révision du livre de Mormon en français. Je peux te montrer d'ailleurs, si tu veux, une édition originale du livre de Mormon en français. Oui, je veux bien. Voilà. Alors ici, c'est une copie qui m'a été prêtée par un ami. Voilà, donc 1852, rue de Paradis-Poissonnière, 37. Ça, c'est l'endroit où habitent les missionnaires à l'époque et où ils ont terminé la traduction. Je peux regarder Oui, bien sûr. Donc finalement, Bertrand a joué ce grand rôle apparemment de traduire, d'aider à la traduction du livre de Mormon. Est-ce qu'il y a d'autres grands rôles qu'il a joués dans la suite pour l'histoire de l'Église en France ? Tout à fait. Il a d'abord participé aussi à la rédaction de beaucoup d'articles pour le magazine de l'Étoile du Déserette de mai 1851 à avril 1852. Je suis curieuse, comment est-ce que toi tu as trouvé tous ces renseignements sur Bertrand ? Est-ce qu'il a laissé des écrits ? Alors il a laissé en effet un écrit tout à fait particulier que je vais te montrer. En fait, je vais te montrer 2 livres. Voilà donc une... Ouh, ça a l'air vieux ça. Voilà, eh bien écoute, c'est en effet, ça date de 62, je vais l'ouvrir quand même. Délicatement. Je peux, voilà, très délicatement. Voilà, ici, donc, les mémoires de Mormon. Donc là, nous sommes en 59, lorsqu'il est arrivé. Peu après le baptême de Louis-Auguste Bertrand, John Taylor organisa la première branche à Paris le 8 décembre 1850. Entre-temps, la situation politique avait changé à Paris. La République était fragile
et le président Louis-Napoléon Bonaparte, récemment élu, complotaient déjà afin de transformer la République en empire. Le 2 décembre 1851, il organisa un coup d'État. 2 jours plus tard, alors que Bertrand et Bolton étaient occupés à réviser leur traduction du livre de Mormon, l'armée de Napoléon massacrait des centaines de membres de l'opposition républicaine. Malgré le bruit des coups de feu au dehors, Bolton continua la traduction en priant dans son cœur que Dieu leur accorde sa protection. Le jour du premier anniversaire du coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte devint l'empereur Napoléon III. Un an plus tôt, Bertrand avait invité un de ses collègues du journal Le Populaire, Isidore Bélanger, à assister à l'organisation de la première branche de Paris. Ce soir-là, Bélanger posa 1000 questions à John Taylor concernant l'Église et le soir même demanda à se faire baptiser. Mais comme la sécurité des membres de l'Église devenait de plus en plus précaire à Paris, Isidore Bélanger fut invité peu de temps après à retourner dans son village natal, le Grand Lucé, pour enseigner l'Évangile. Aline part à la rencontre d'Alain Marie, un membre de l'Église qui a étudié la vie de Bélanger. Elle le rencontre au lieu dit Les Centenières, dans la ferme où Isidore Bélanger avait passé son enfance. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? C'est bien de vous voir. Oui. C'est très intéressant d'avoir cette occasion de parler un peu d'Isidore. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi j'ai appris donc que Isidore Bélanger travaillait sur Paris. Et qu'il travaillait donc au Populaire, au journal Le Populaire. Une fois qu'il est baptisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il advient de lui? Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il est ordonné prêtre. Donc il reçoit la prêtrise. Il reçoit la prêtrise, voilà. D'accord. Et puis, John Taylor s'en va. Et donc, Curtis Bolton lui dit, bah, écoutez, c'est pas la peine de rester ici sur Paris, parce que les temps sont dangereux. Rentre dans ton village natal, t'es connu, ta famille peut très bien être sensible au message de l'Évangile, enfin j'imagine, c'est un scénario possible. Et c'est là où tu as des connaissances, tu es connu, tu pourras créer des liens et ainsi faire profiter de ta nouvelle foi. Donc il n'hésite pas, et en fait, dès janvier 1851, il arrive donc au Grand Lucé. 3 mois après. Donc en fait, il est envoyé en tant que missionnaire. Oui, tout simplement. Voilà. D'accord. Et alors 3 mois après, ça c'est intéressant, en mars, il a baptisé 3 personnes. Dans cette petite maison, eh bien, elle compte, à un moment donné, il dit on a réussi à réunir 30 personnes, mais il y en avait une centaine qui attendaient dehors, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les introduire dedans. Donc s'il avait autant de succès ici, est-ce qu'il a reçu de l'aide ou il était tout seul? Non, il était tout seul. On l'appelait d'ailleurs la branche de Bélanger. On ne l'appelait pas la branche du Grand Lucé, mais c'est la branche de Bélanger, on l'appelait comme ça. Et donc, Helder de Lamare est envoyé à 2 reprises pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce que devient Bélanger, sa branche, etc. Alors, le problème, c'est que les choses se gâtent. Le 2 janvier 1854, nous avons envoyé 2 elders pour présider la conférence Bélanger. Le premier fut emprisonné pendant quelques semaines et le second fut assidûment suivi par les gendarmes jusqu'à ce qu'il soit obligé de quitter le pays. Aussitôt après cette conférence de 1854, à cause de cette poursuite des étrangers, en fait, eh bien, il a dû arrêter complètement ses activités. Donc qu'est-ce qu'il devient alors? Eh bien, justement, c'est ça la grande énigme. On ne sait pas ce qu'il devient. La preuve en est, c'est qu'au partage du reste de la maison, il y a une moitié qui a été vendue auparavant, l'autre moitié va être vendue, donc en 1857. Ces 3 frères et sœurs qui restent sont présents, mais lui n'est pas là. Ça veut dire que c'est quasiment comme s'il s'était évanoui dans la nature. Et qu'est-ce que vous pensez qui lui est arrivé Alors il y a plusieurs hypothèses, mais ça, ces hypothèses me sont personnelles. Moi, je pense qu'il a pu être emprisonné, il a pu être déporté au bagne, ça se faisait à l'époque sous Napoléon III. Les suspects politiques étaient envoyés donc à Cayenne. Il aurait pu partir aux USA,
suivant ainsi les missionnaires. Mais dans les archives de l'Église jusqu'à présent, on n'a encore trouvé aucune information à ce sujet. Ce qui fait que ça reste vraiment une énigme qui est devenue Bélanger. En ce qui concerne les gens qu'il a convertis, eh bien, on ne connaît pas leur nom, parce qu'il n'a pas tenu Il n'a de pas journal. tenu de journal avec Non, les noms des baptisés. malheureusement. Ah, ça c'est dommage. Et je vous dirais que quand même, il y a quelque chose qui, moi, me semble tout à fait intéressant, c'est que les ancêtres de Bélanger sont les ancêtres de mon épouse et les ancêtres d'un autre frère de la branche, de la paroisse du Mans. Donc vous êtes un de Alors, ses descendants quelque part, le travail qu'on a fait, y compris les recherches pour sa famille, eh bien, c'était comme si, là où il se trouve, il est favorisé, en fait, l'œuvre pour lui et ses ancêtres. Et je pense que sa conversion n'est pas du tout liée au hasard. C'est que c'était quelqu'un qui était préparé. Je crois que le Seigneur l'a guidé à Paris, parce qu'il est quand même arrivé au moment où John Taylor est arrivé à Paris. Ouais. Ils se sont rencontrés donc au Populaire. C'est pas rien quand même, c'est pas du hasard. Non, tout à fait. C'est quelque chose qui a été préparé, prévu. Oui. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce site, cette petite maison, ce petit jardin, et on peut imaginer ici cette centaine de personnes qui attendaient de pouvoir entrer pour écouter donc les paroles de Pierre-Isidore Bélanger. Et il habitait même dans cette partie droite de la maison. Est-ce que c'est la plus petite partie ou non. celle du milieu? Oui, D'accord. juste à droite ici, et puis ça c'était une sous-pente, enfin on mettait du matériel. Mais la moitié de cette maison-là, c'est là où il était. C'est incroyable. On ne peut pas s'empêcher d'avoir, comment je dirais, un sentiment de reconnaissance pour Bélanger, parce qu'il a eu le courage quand même, un courage de missionnaire. Il était très peu instruit. Il n'y avait pas de livre de Mormon traduit, ni publié encore. Il avait juste eu les enseignements de John Taylor, c'est tout. C'est tout. Et il est venu ici, pour commencer à prêcher. Donc Admirable. un homme assez exceptionnel, je pense. Admirable. Très, très sincère, vraisemblablement, très droit. Mais comme tous les gens qui ont été habitués à travailler durement, et lui c'était son cas avec son père, pour lui la valeur du travail, de la justice, de l'égalité, le préparait quelque part aussi à pouvoir enseigner l'Évangile. Parce qu'il avait des repères qui étaient tout à fait sûrs, solides. Well, I kind of have mixed feelings about this story because it's really exciting in one way to see how all the work that Bélanger was able to accomplish here, baptizing, dozens of people, teaching hundreds. But it's also sad because he kind of disappeared and nobody really got to learn about his story. I relate to Bélanger because he was a pioneer here, the first member of the church in this region. Just like me, being the first member of the church in my family and one of the only few from Corsica actually. And it was probably really hard for him to have all these responsibilities of moving the work forward here in his region. And I feel kind of the same way. Sometimes it's hard to be the first member, to be the example, to move the work forward. But there's so many blessings also that comes from that. The thing is, when you're in this journey, when you decide to become a disciple of Christ, that's kind of the risk that you take, that you will lose your life in the service of Christ and the serving of others. And so I think Bélanger knew that the risk he was taking, but he was willing to do that because he realized the importance of the message of the restoration. La disparition de Bélanger n'était pas un cas isolé. En fait, pendant les 7 premières années de l'Empire de Napoléon, la surveillance, les arrestations et les déportations sans jugement des personnes suspectées d'être des dissidents politiques étaient une pratique courante. Par conséquent, en décembre 1851, John Taylor, suspecté d'être un agitateur communiste, dut fuir Paris.
Il se réfugia chez la famille Enroy, récemment convertie dans la ville portuaire du Havre. Plus tôt cette année-là, le missionnaire Curtis Bolton était venu au Havre pour organiser une branche et baptiser plusieurs nouveaux convertis dans la région, y compris la famille Henriot. Après avoir lu le journal de Bolton, Aline a découvert que ces baptêmes avaient été accomplis à Gournay, un petit village situé à quelques kilomètres au sud du Havre. En suivant les indications du journal de Bolton, Aline espère localiser l'endroit exact où les baptêmes ont eu lieu. It says here, Sister Henriot named Gournay, a charming little valley about 4.5 miles from Le Havre. There is a mill stream of clear water. And so he takes these people with him in the car and drives here to Gournay to baptize them. So what I want to do is kind of walk around and drive around and try to find that water mill that he mentions by that stream and see if I can potentially, find that place where he baptized those people. So I've done a little bit of research on a really kind of old map from the 1800s that shows the water mills, the location of the water mills in this town. And so I'm trying to look for the place. Well, I think I found it. I think I found the place where Bolton baptized those people. He says in his journal that it was by a field, by a water mill, and I hardly doubt that he would baptize people right by the road. So since the stream goes through this big field, I think this is isolated enough that this would be a good spot for a quiet baptism. I'm not sure. See, this is the very top building by the road. That's the water mill. So it seems that this would be, the place. Let's look at the story. Yeah, there we go. Oh, what an enchanting spot we found. A lovely little brook, I think, meandering through grassy meadows, the water pure and transparent as crystal. The sun shone warm and brilliant and a complete rainbow. Oh goody. A complete rainbow adorned the heavens and in the east. That's beautiful, because it was raining earlier. It appeared to us that God shed upon us the light of his countenance. The heavens wept for joy, and Jehovah ratified our covenant by signing it in the heavens. Beautifully said. The Henriot family was baptized, it looks like a week later. So he goes again in the same omnibus and he returns to the same spot, and it says again, the rainbow shone in the east. That's amazing. So apparently twice. About 20 peasants stood quietly off a distance. So I guess some of the farmers around witnessed the baptism, and into silence by the solemnity of the ceremony. And the proprietor of the land stood at a respectful distance with his hat in his hand. We held some conversations with him. He was pleased with the ordinance and gave us permission to use the place as often as we wanted to. That's incredible. But yeah, I was wondering how they joined the church, and voila, it's right there in Bolton's journal. It's a significant place because so many people join the church here. I mean, it's a pretty rural place. I like that, to learn about the peasants in the country joining the church
just simple, farmer people helping save the life of a president of the church, a prophet. That's amazing. That's amazing. Curtis Bolton retourna à Paris et en décembre 1852 fut relevé de sa mission. Louis Bertrand, relativement nouveau converti et ancien rédacteur du journal socialiste Le Populaire, fut chargé de s'occuper des 34 membres de la branche de Paris. Mais à partir de 1853, le climat politique à Paris était devenu si inhospitalier que le siège de la mission dut être transféré sur l'île de Jersey. Comme le président de mission, Andrew Lamoureux, avait appelé Bertrand à servir comme conseiller à ses côtés, ce dernier se vit dans l'obligation de quitter Paris et sa famille. Curieuse de savoir ce qui était advenu de Bertrand et de la mission à Jersey, Aline s'embarque à destination de cette île de la Manche. L'île de Jersey avait été un lieu de refuge pendant des siècles. Et bien qu'elle fût et continue d'être un territoire britannique, dans les années 1850, le français y était toujours la langue officielle. Ceci créait les conditions idéales pour y établir le siège de la mission contrainte à l'exil par le régime impérial de Napoléon III, comme ce fut le cas pour des socialistes français dissidents, ainsi que d'autres critiques virulents du gouvernement comme Victor Hugo. Après avoir lu les mémoires de Louis Bertrand, Aline a découvert qu'il avait en fait rendu visite à Victor Hugo et à ses compagnons socialistes à Jersey. Elle s'entretient avec une historienne locale, Marie-Louise Backhurst, pour voir si elle peut trouver d'autres liens entre Bertrand et Hugo. The reason why I found out that, or I heard Victor Hugo was here, is because actually this Mormon missionary who was French called Louis-Auguste Bertrand. I have his book here. It's kind of quite old, but he mentioned it in the book that he visited Victor Hugo in his house here. Do you know how it looked like, or? Yes, we've got a picture of it actually. Oh, okay. Yeah. The house, unfortunately, has been demolished, so it doesn't exist anymore. Too bad. I was going to ask you if we could look at it today, but that's okay, that's how it looked like. Marine Terrace, Okay. and that's Hugo there with his two sons. So how long was he in Jersey? They were here for 3 years, Okay. and then unfortunately he got involved with something, and the British Army officers didn't like what he said about Queen Victoria, and he decided he ought to leave the island. So he then went to live in Guernsey, and he lived there, of course, for many years. Yeah. So do you know anything about this Louis Bertrand that visited Victor Hugo, or the presence of the Mormon missionaries or the Mormon church in Jersey? Well, we have a particular interest because we have a young man, well, this isn't a photograph of him as an old man, but as a young man, Philippe de la Mare, who became converted to Mormonism. You know, actually, this is the name that I also saw in this book. He was present during Bertrand's baptism in Paris. Well, So who was he, and what became of him? He was a young man who was trained as a blacksmith originally, and Philippe heard that there were some Mormons, and some Mormon missionaries came to the island, and he became converted to Mormonism. So do you have more details about how he was baptized, actually? Well, his cousin said that he was actually working down on the pier down here on the Albert Pier, and one of his fellow workmen, John Lecoq, told him there was a new religion being preached in town, and Philippe decided he would go and investigate, and he was so impressed by this, and there was somebody called Elder William C. Dunbar, who was in the island preaching, and Dunbar obviously impressed Philippe, who was immediately baptized, would you believe, in the bay, in the sea out here. Really? Along with his wife, and that was February, so that must have been pretty cold. What year was it? That was 1849. 1849, okay. So when Bertrand comes here, it's in 1852. When does Victor Hugo come? Is it about the same time? Very much about the same time. So yes, how was life in Jersey at that time? It was a very cosmopolitan society in many ways. It was not necessarily the liveliest intellectually, but it was kind of divided into different societies, because you have a strong French presence here,
but the French people were mainly labouring on the farms. You have the English society and you have the Jersey people. And the Jersey people and the English people, they didn't really mix a great deal. Yeah. Some of them did in town, perhaps, but not so much in the countryside, I don't think. And so there were various levels of society going on. Yeah. But it was very busy. It was a big, highly populated island. So you mentioned that the refugees were really well accepted, but what did they do between themselves? Like, for example, Victor Hugo's circle of friends, of socialist friends, what were some of the activities here? What was going on? I would have to say they were probably fomenting trouble. Some of them started up newspapers. Hugo and his sons were very involved in photography, early photography, which was very important. Hugo also used to go walking a lot, and he walked particularly and wrote poems about a valley called Queen's Valley. I was actually going to ask you about certain of his poems. I noticed that some of them mention Mormons, actually. I thought that was very surprising. Yes, yeah. I didn't realise that. I don't remember the wording exactly, but there's that one poem where he talks about, you know, who is God, and is it the God of the Catholics, the Protestants, and then he just cites a lot of different churches, and then at the end he's like the God of the Mormons. And so I thought that was kind of interesting, kind of also showing, I think, that the impact of his meeting with the Mormon missionary Bertrand. I think, you know, it's kind of interesting anyway. But you said he liked to walk around. Is there a particular place on the island that we can see that he Well, there are two places. One is outside his house, where they had this rock, and they actually became known as the Rocher des Proscrits, because the proscrits used to gather there and meet up there. And proscrit is people who are exiled, proscribed. Okay. And so they used to go there, and there's a very good photograph of Hugo actually on the rock. It's a very dramatic one, and that's in the book as well, yes. So I can maybe look for it later. There we are, if you could look for that rock. Oh, this is beautiful. Le siège de la mission française demeura à Jersey jusqu'en 1855, date à laquelle il fut décidé, du fait de la pression politique incessante, de fermer la mission et d'encourager Louis Bertrand à immigrer en Utah avec le reste des saints français. Malheureusement, son épouse et ses deux fils refusèrent de le suivre. Bertrand retourna en France en 1859 pour reprendre le travail missionnaire. Mais malgré tous ses efforts, y compris une lettre personnelle à l'empereur, il ne put établir l'Église en France. Et en 1864, Brigham Young le persuada de repartir en Utah. Cette fois, il quitta sa famille pour de bon. En 1875, après avoir reçu une nouvelle tragique de Paris concernant un membre de sa famille, Bertrand fut admis dans l'asile d'aliénés de Salt Lake City, où il mourut le 21 mars. I have mixed feelings about Bertrand. First of all, I think Bertrand was profoundly disappointed that he wasn't able to go as far as he wanted to. I mean, he was a new convert, he had the fire in him, he loved his country, he really wanted to spread the church, to spread the gospel. And he was stopped in his efforts. And he had to immigrate to Utah because it had become too dangerous for him to even live in his own country. So I think that's really sad, and I think he suffered from that. I think he died from that. It's also inspiring to me to see that he sacrificed his family for the sake of Zion, of building up the kingdom of God, which is something that you don't think he would do, because we talk a lot about the family in the church. But, you know, Christ himself said that, you know, you have to choose me above everyone else. And for me, that's really meaningful, because my family is not members of the church. And sometimes I deal with these ideas of, well, but I owe so much to my family, and I should do what they want me to do, which is leave the church. But, you know, my allegiance is to Christ first. And in that way, I relate a lot to Bertrand, in the fact that he chose the Lord above anything else.
being here at the Rocher des Proscrits, where Victor Hugo came and sat on it, is kind of cool. It's really magical to be able to do that. It's a very reflective place. I understand why he would come here. You have a beautiful view over the bay, and you can see the horizon. It's gorgeous. Well, I'm very proud to be French, first of all. I'm very proud of the history of the church in France. See, before, I was like, oh, the pioneers in Utah, and I mean, it's wonderful, and I'm grateful for the example and sacrifices. They definitely build up the legacy of the church. But I think it adds an additional layer, more meaning for me, that now we're talking about my country. And it also gives me hope that this country has the potential to make great members of the church, that the gospel can be spread and Zion can be built in this country. Now I'm positive. I have this optimism about building up the church in France that I didn't have before. Dans le prochain épisode de La route de Sion, France, Aline continue d'explorer l'histoire de l'Église en France de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Elle découvre que des artistes missionnaires furent envoyés à Paris pour se perfectionner auprès des maîtres de l'époque afin de pouvoir participer à leur retour à l'embellissement du temple de Salt Lake City. Elle voyagera aussi en Suisse francophone et en Belgique afin de se faire une meilleure idée de la croissance de l'Église dans ces régions. Finalement, dans le sud de la France, elle découvrira l'histoire inspirante d'un pionnier de la Seconde Guerre mondiale, Léon Fargier. Ne manquez pas cet épisode.